Mesdames, Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue, quel bonheur de déjeuner en votre compagnie. Société, c'est un autre regard sur l'actualité, mais aussi tout ce qui fait votre quotidien. Voici le programme de cette seconde partie, restez là. Mesdames, Mesdemoiselles, comment se faire un regard à faire pâlir les plus grandes stars? Tous les trucs et les astuces, c'est dans un instant dans cette émission. Sortir en pyjama n'est plus incongru, du moins si l'on en croit les créateurs de mode, une nouvelle tendance qui nécessite quand même une certaine dose de culot. Un an après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, un an après que Benjamin Netanyahou ait appelé les Juifs de France à migrer en Israël, la communauté française grogne sur les difficultés d'intégration et sur la reconnaissance des diplômes. Les choses sont peut-être en train de bouger aujourd'hui. La Knesset a fait passer en commission un projet de reconnaissance des diplômes. C'est le grand dossier de notre émission aujourd'hui. Mais tout de suite, l'actu en 1 minute chrono. L'emploi en discussion à Matignon, le Premier ministre Manuel Valls reçoit aujourd'hui les organisations syndicales et patronales. Objectif de cette rencontre, prendre connaissance du plan d'urgence annoncé par le président François Hollande lors de son allocution du 31 décembre. La Catalogne se dirige vers l'indépendance. Le maire de Gérone, Carles Puigdemont, a été élu hier soir président de cette région et a vite fait de promettre une sécession de l'Espagne qui serait prévue pour 2017. Angela Merkel dans l'embarras alors que les autorités allemandes doivent dévoiler aujourd'hui le premier rapport approfondi d'enquête sur les violences de Cologne qui ont mené à plus de 500 plaintes. On apprend que plusieurs Pakistanais et un Syrien ont été violemment agressés par des inconnus hier soir dans le centre de la région. Décès de David Bowie à l'âge de 69 ans, véritable légende du rock, l'artiste a révolutionné la pop music. Bowie a cédé face au cancer après 18 mois de combat. Un smoky eyes, vous savez ce que c'est? Vous savez, c'est ce regard charbonné à la Greta Garbo, Marilyn Monroe ou alors Eva Longoria. Yael Arboun, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes notre chroniqueuse beauté. Vous allez nous livrer chaque semaine des secrets beauté, en tout cas ceux des plus grandes stars. Alors, comment se faire toute seule un regard sexy et langoureux? Très simplement, avec 5 produits. Aujourd'hui, il est vrai qu'on s'angoisse un petit peu pour faire un charbonneux. Eh bien, je vous ai fait une recette, comme en cuisine, le 5 minutes, 5 produits. Tout d'abord, il faudra un anti-cerne. Mesdames, il faut avoir ce produit indispensable dans votre trousse de maquillage qui va donc si défatiguer. vous n'avez pas encore, pas trop tard, courez vite en acheter un. C'est vrai, c'est vrai. Il va défatiguer le regard et ça va être notre premier produit appliqué. Ensuite, je vous ai ramené un produit incroyable qui est un gel crème eyeliner waterproof qu'on verra en image comment l'appliquer du bout des doigts. Également 2 fards à paupières, un clair, un foncé. Oui, donc il y en a un qui est un peu or quand même et puis un autre qui tourne vers le marron, hein, c'est ça? Tout à fait. Après, on pourra choisir, on peut choisir un beige et un noir, on peut choisir un corail et un prune. Et puis on terminera par un sublime mascara qui va donner... Très important le mascara. Très important, qui va donner énormément d'intensité, de volume et de longueur. Alors justement, on a toujours l'impression que ça prend des heures pour réaliser justement ce smoky eyes. Faut-il un entraînement? Il faut toujours un entraînement, Valérie. Il faut un petit entraînement. C'est vraiment étudié. Le 5 minutes 5 produits, quand on l'applique avec les steps, les étapes du maquillage, on réussit tout à fait. Alors vous nous avez fait une démonstration, on va regarder ça tout de suite en image. Alors allez-y Yael, voilà. commentez-nous. Donc là c'est le fameux justement le anti-cerne. fameux anti-cerne qu'on applique sur la paupière du bas, donc sur la cerne. Alors on va voir la transformation de cette jeune femme. Déjà le teint, ça va déjà beaucoup mieux. Ah, donc là c'est le fameux produit. C'est le fameux produit qu'on applique alors soit au pinceau, soit au doigt. Vous voyez, je l'estompe au doigt. Alors il faut bien l'appliquer pour ne pas avoir un œil au beurre noir quand même là. D'où l'entraînement. Et regardez, on peut l'appliquer également à l'intérieur des yeux pour créer de l'intensité. Très souvent, les femmes me disent « mon col coule ». Eh bien oui, il coule parce qu'il n'est pas waterproof. Là, ce produit va tenir toute la journée
C'est pour ça que j'insiste sur ce produit qui est un gel crème eyeliner. Et on finira bien sûr par... Avec le fameux mascara. Le mascara. Alors qu'il faut choisir... et voici. En fait, le mascara, comment le choisir? C'est plus la brosse du mascara qui est importante. La brosse du mascara, et puis en général, c'est marqué, voilà, mascara volume, longueur. Il faut aller sur des mascaras volume. Mais ça marche vraiment? Ça marche, oui, ça marche. Longueur, volume, c'est pas des histoires. Non, c'est pas des histoires. Surtout qu'il faut l'appliquer en fait en zigzag sur les cils. Et grâce en fait à sa matière, il va tout de suite donner de l'intensité. Au regard. Voilà, merci beaucoup Yael Arboun. Avec l'hiver, on a toute envie de cocooning. Cette tendance n'a pas échappé aux designers. La mode du pyjama ne date pas d'hier, mais désormais, c'est un art de vivre, figurez-vous. Depuis plusieurs années, les créateurs ont décidé de nous faire sortir en pyjama, et pas n'importe lesquels. Louis Vuitton, Dolce & Gabbana ou bien Stella McCartney. Pour le printemps-été 2016, en version homme ou bien en version femme, le pyjama s'affiche. Tour d'horizon et décryptage du meilleur des défilés de la prochaine saison avec Daria. On regarde. Facile et beau. La tendance du pyjama de jour se confirme pour le printemps-été 2016. Cette année encore, nombreux sont les couturiers qui mettent ce vêtement à l'honneur, comme Dolce & Gabbana ou Marc Jacob pour Louis Vuitton. Ce n'est qu'à la fin des années 20 que le pyjama apparaît en France. Coco Chanel sera la première à en faire un vêtement de plage pour femmes. Rare pantalon portable, il devient synonyme de transgression et d'insolence. Popularisé par le cinéma américain dès 1934, les acteurs s'affichent à la scène comme à la vie en pyjama. Dans les années 60, il devient l'apanage du luxe et de la bourgeoisie. La princesse russe Irene Galitsine le réinvente dans des matières nobles. Mais c'est la créatrice anglaise Stella McCartney qui en 2012 le fait sortir de la maison. Le pyjama comble une envie de réconfort. Véritable phénomène de société, les marques surfent sur cette tendance. Le label Princesse Tam Tam organise de grandes soirées pyjama party 100% filles, au programme manicure, tatouage éphémère ou maquillage. Dans la foulée, la mode des slippers, des chaussures entre la charentaise et le mocassin, fait fureur. Signées Vivienne Westwood ou Heide Ackerman, elles sont aussi confortables que chic. Les créateurs n'hésitent pas à se montrer en tenue de nuit. Marc Jacob en 2013 fait sensation en venant saluer son public à la fin du défilé. Le pyjama se porte élégant, dans des matières nobles comme la soie, des imprimés travaillés. Signe des temps modernes, la tendance est persistante et ne semble pas prête de s'arrêter. Alors Daria, vous êtes notre spécialiste de mode. Aujourd'hui, vous nous parlez de cette tendance de pyjama de jour. Comment, Daria, avoir du style en pyjama? Il faut bien choisir la matière du pyjama. C'est la règle de base. On ne prend pas un pyjama pilou-pilou, on prend un pyjama en soie. Ensuite, une fois qu'on a le pyjama dans la matière qui convient, soit on décide de porter que la veste de pyjama, dans ce cas-là, on l'associe à un jean slim, ou alors avec des ballerines, ou alors avec des petites sandales spartiates. Ou alors on utilise le pantalon du pyjama. Oui. Et dans ces cas-là, avec une veste de smoking. Voilà, pourquoi pas, et une petite chemise blanche. Et si vraiment on est téméraire, on fait le total look, donc le haut et le bas du pyjama. Mais dans ces cas-là, il faut surtout mettre des chaussures à talons, style stilettos, au moins 12 cm, une petite pochette pour accessoiriser. Et dans ces cas-là, ça fait quelque chose d'un look très Alors sympa. justement, les accessoires, on va en parler. Qu'est-ce que vous conseillez comme accessoire avec le pyjama? Alors, ce que je conseille, évidemment, c'est d'essayer d'accessoiriser avec quelque chose qui va dénoter, qui va donner une allure un petit peu plus chic. Donc, on va prendre des gros bijoux, on va prendre des chaînes vintage, on va prendre un petit peu des boucles d'oreilles, des choses comme ça, des jolis sacs, de manière à rendre la tenue un peu plus de jour. Vous êtes en train de nous dire finalement que le pyjama va remplacer le super beau tailleur que l'on met tous les jours pour aller travailler, pourquoi pas? Je pense que oui, parce que en fait, avec le pyjama, on est beaucoup plus à l'aise et ça donne une allure tout à fait longiligne. Parce que le pantalon du pyjama qui est très fluide, ça allonge la ligne, ça donne beaucoup d'allure. Et finalement, c'est un autre style et ça fait quelque chose de très chic et très sympa. On peut toujours dormir avec le pyjama ou ça sert plus du tout à ça? Alors, on dort avec le pyjama, on dort avec le pyjama, mais on dort pas avec le même pyjama. C'est mieux. Merci Daria. Donc le pyjama qui se réinvente sans cesse, on l'a vu, étendard du féminisme avec Coco Chanel dans les années 30. Le pyjama, c'est vraiment tendance et il a non seulement des beaux jours devant lui, mais aussi
de belle nuit. On passe tout de suite au sport avec Samuel Calvo. Samuel, bonjour. Bonjour. Alors, c'est fait. Zidane a pris les commandes du Real Madrid et il a plutôt bien commencé son pari. Oui Valérie, les Madrilènes ont fait honneur à leur nouvel entraîneur en offrant une manita, donc 5-0 à domicile, face à une équipe du Deportivo de la Coruña impuissante face au bulldozer de la capitale Ils sont pourtant espagnole. bien placés, le Deportivo La Coruña. Ils sont relativement bien. 9e 9e au classement, oui c'est ça. Je vous propose de regarder le reportage. On y va. Zinedine Zidane s'est offert un début des plus royales en tant qu'entraîneur de la prestigieuse équipe du Real Madrid avec la rencontre face au Deportivo. Ancien entraîneur du Real Madrid Castilla, l'équipe de réserve des Merengues, le Français redonne des espoirs de titre aux Madrilènes alors que la saison semblait mal engagée. Ce que j'ai préféré ce soir, ça a été l'attitude des joueurs. C'est très compliqué de marquer 5 buts contre une équipe comme la Corogne. Les joueurs ont eu un comportement exemplaire, je les félicite. Aussi bien ceux qui ont joué que ceux qui sont restés sur le banc. Parti sur les chapeaux de roue, Zinedine Zidane est conscient du chemin qu'il reste à parcourir pour espérer remporter une consécration qu'il a déjà connue en tant que joueur à Madrid. Aujourd'hui, ça a été un nouveau challenge pour moi. C'est un immense honneur d'être dans ce club en tant qu'entraîneur. Je remercie les fans, même si je sais qu'ils sont venus voir les joueurs avant tout. Et aujourd'hui, on peut dire qu'ils en ont eu pour leur argent. Avec autant de supporters et d'admiration pour Zidane dans ce club, le joueur légendaire du Real Madrid a pour mission d'en faire au moins autant pour ce club qu'il a pu le faire à l'époque où il touchait encore le ballon. Alors, le Real Madrid est actuellement 2 points derrière Barcelone et 4 points derrière l'Atlético de Madrid qui culmine en tête avec 44 points. Le prochain match du Real sera ce dimanche contre le Sporting Gijón. Oui, donc à regarder la prestation de Zinedine Zidane avec beaucoup d'intérêt. Zinedine Zidane, quelle carrière! Immense 2 carrière. fois Ballon d'Or. Et d'ailleurs, ce soir, la FIFA va désigner le Ballon d'Or de la saison 2015 pour cette 6e cérémonie qui aura donc lieu comme chaque année à Zurich. Alors Samuel, quels sont vos favoris? J'ai l'impression que c'est comme chaque année, toujours les mêmes. Comme chaque année, toujours la même chose. Le trio de tête est composé de Messi, Ronaldo et Neymar. Et apparemment, il y aurait eu des fuites sur le site officiel de la FIFA, donnant Messi comme vainqueur avant l'heure de la cérémonie. Donc on verra ce soir si c'est le cas. Ce serait le 4e trophée pour Ronaldo et le 5e pour Messi. En tout cas, c'est l'occasion de se remémorer l'attitude très contenue et humble de Cristiano Ronaldo l'an passé. Je vous laisse regarder. Et puis on va passer maintenant au volley avec une grande déception pour nos Français. Oui, très, très grande désillusion pour cette équipe de France. Les Bleus, champions d'Europe en titre, se sont inclinés 3-7-1 contre une équipe de Russie en pleine forme. Ils ont remis à fin mai leur dernière chance d'aller au Brésil cet été. Ça se passera à Tokyo. Et les Français n'auront plus le choix et devront gagner s'ils veulent partir à Rio cet été. Et Samuel, on va se quitter sur une course automobile impressionnante. Je sais que vous aimez les images qui nous font rêver. C'est vrai. Alors ça se passe où ? Ça se passe aux États-Unis. C'est en fait des moteurs de 900 chevaux sur ces voitures. Donc c'est des trucks qui sont sur la neige et qui font des tours de piste. Donc 8 rounds palpitants de duel à élimination directe dans les montagnes enneigées, donc de Sunday River dans le Maine. Et c'est l'Américain Bryce Menzies qui a réussi à défendre sa couronne de champion de Red Bull Frozen Rush, c'est comme ça que ça s'appelle. Il devient donc le premier à gagner la compétition de truck 2 fois d'affilée. Le natif de Las Vegas de 28 ans a réalisé une finale parfaite face à Rocky Johnson. Ouais, ça n'a pas l'air, mais ça va vite. Ça va extrêmement vite, ouais. C'est très agressif et c'est pas dangereux, heureusement, mais c'est plein de sensations fortes. Un sport de sensations fortes. Vous avez raison, Samuel. Merci beaucoup, Merci Samuel. Ils sont chirurgiens, médecins, urgentistes ou généralistes. Ils ont quitté la France pour Israël, mais ils ne peuvent pas travailler. La grogne monte sur l'équivalence des diplômes que le gouvernement de Benyamin Netanyahou avait promis l'année dernière de faire avancer. Aujourd'hui, la Knesset vient de faire passer en commission la reconnaissance des diplômes pour les dentistes, au-delà du cas particulier. C'est peut-être la preuve que quelque chose est en train de bouger. En Israël, les Français essaient de faire entendre leur voix avec presque 8000 nouveaux migrants. Cette année, c'est la communauté juive qui s'installe le plus en Israël devant les Juifs américains
et les Russes. Le chiffre est important, 10% de plus qu'en 2014, mais on est loin de la déferlante d'Alia annoncée l'année dernière, il y a tout juste un an, après les attentats de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo. Alors comment les Français s'organisent-ils? Quelles étapes faut-il surmonter pour s'intégrer en Israël? On va regarder tout de suite le reportage réalisé par Marie Semelin, puis on en parle tout de suite après. Ce soir à Tel Aviv, c'est l'inauguration de Intègre Alia, une nouvelle association pour aider ceux qui viennent d'arriver de France à s'intégrer. Tout d'abord, le nombre de nouveaux immigrants jeunes a considérablement augmenté. D'accord ? Le programme que j'ai fait quand moi je suis arrivé en Israël, on était 9. Aujourd'hui, le même programme, ils sont 40. On met surtout l'accent de notre association sur l'intégration, devenir israélien. On peut faire sa Alia et rester français. On peut parler en français, travailler en français. À notre goût, c'est une Alia ratée. Uri Levy est un grand frère symbolique. Ici, le modèle privilégié, c'est celui du tutorat. Il accompagne un petit frère dans une expérience qu'il a lui-même vécue. Apprendre la langue, trouver un nouveau travail, se faire de nouveaux amis. Bref, reconstruire sa vie. Et on ne vient pas pour les avantages sociaux de la France, parce qu'on ne les retrouvera pas. On ne vient pas pour la sympathie des gens, parce que de prime abord, les gens sont très durs. Personne ne t'attend. On doit se faire sa place, on doit se battre. Sinon, on peut rapidement se sentir et se retrouver exclu de la société israélienne et rapidement se plaindre. C'est un combat assez quotidien, mais ça en vaut le coup. Jonathan et Élise sont arrivés du sud de la France avec leur diplôme. Il est médecin urgentiste, elle est agronome. Pourtant, malgré une bonne maîtrise de l'hébreu, leur alia s'est transformé en parcours du combattant pour la reconnaissance de leur diplôme. Et plusieurs mois après leur arrivée, ils n'ont toujours pas trouvé de travail. On est perdu au milieu des avis, des aides, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qui est écrit mais qui n'est pas vrai, de ce qui n'est pas écrit mais ce qu'il faut entendre. Clairement, c'est plus facile pour un jeune qui arrive sans diplôme de 18 ans de s'intégrer et d'aller travailler dans une boîte française délocalisée en Israël ou dans un call center. Et pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a des moments où vraiment on se demande qu'est-ce que cherche l'État d'Israël, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme type d'immigration. Est-ce qu'ils veulent une immigration de gens diplômés ou est-ce qu'ils s'en fichent? Une incertitude dure à vivre quand en France on est déjà dans la vie active. Ici, il est plus facile de s'intégrer quand on a 18 ans et juste le bac en poche. On parle de pouvoir décemment louer un appartement. On ne parle même pas d'acheter quelque chose. C'est quelque chose qui serait complètement envisageable d'acheter un appartement en France à notre âge, avec nos situations. Là, ce n'est pas du tout envisageable, même si on travaillait à plein temps dans nos professions. Ce n'est pas du tout envisageable pour le moment parce que les salaires ne le permettent pas. Et le coût de l'immobilier est devenu quand même très, très élevé. Donc là, on est dans un 25 mètres carrés et on vit clairement sur nos économies. Ici, l'intégration est rude et la vie plus chère qu'en France. Certains choisissent de prendre l'avion du retour plus discrètement et avec moins d'éclat que pour l'Alia. Jonathan et Élise, eux, se donnent encore quelques mois avant de prendre une décision. Alors pour en parler, Marie Semelin. Marie, bonjour. Vous avez donc enquêté sur ce dossier, puis j'ai le plaisir aussi de recevoir Alain Zetoun. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des anciens élèves des grandes écoles et des universités françaises donc en Israël. Marie, on a l'impression que quand on vient en Israël, il vaut mieux ne pas avoir de diplôme finalement. C'est ce que beaucoup de gens qu'on a rencontrés pour ce reportage nous disent, c'est qu'en fait, la clé pour rentrer en Israël de manière très facile, c'est de venir jeune, sans diplôme, sans famille, de faire l'armée. C'est le tampon de certification, on va dire, de l'intégration en Israël. Et quand on vient avec un bagage, des études à continuer, ça devient beaucoup plus difficile. Un autre facteur aussi, c'est que c'est peut-être probablement la première fois dans l'histoire du pays depuis 1948 qu'une communauté de migration arrive et demande la reconnaissance de ces diplômes. Si on pense aux Éthiopiens, par exemple, ou aux communautés russophones qui ont migré en Israël avant, c'était des communautés soit qui étaient peu diplômées, soit qui n'avaient pas le poids social pour faire valoir la reconnaissance de leur diplôme, l'équivalence de leur diplôme, et pour faire lobby. Là, on a une partie de ces jeunes migrants qui sont diplômés et qui ne sont pas prêts à faire de concessions sur leur niveau de vie, sur le métier qu'ils exercent, alors que c'est des concessions que la communauté russophone
russophone, par exemple, a dû faire. Vous allez dans un hôpital de Tel Aviv ou dans une autre ville, vous demandez à un infirmier russophone qu'est-ce qu'il faisait avant, il y a beaucoup de chances qu'il soit chirurgien, par exemple, qu'il ait été chirurgien. Là, c'est nouveau parce qu'ils ont beaucoup de choses à perdre et du coup, ils sont plus prêts à faire marche arrière et à rentrer en France si ça ne marche pas. En tous les cas, Alain Zetoun, Marie Semelin a bien fait de nous proposer ce sujet parce que figurez-vous, aujourd'hui, on l'a appris, la Knesset a fait passer en commission la reconnaissance des diplômes des dentistes français. C'est inédit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, d'abord, c'est non seulement inédit, mais c'est une extraordinaire opportunité. C'est vraiment nouveau et c'est le résultat d'un travail coordonné des associations sous la houlette d'une association un petit peu ombrelle qui travaille avec nous maintenant, qui nous a fourni des moyens qu'ils n'avaient pas avant. Les dentistes devaient passer un examen théorique et ensuite un examen pratique. Très simple, le taux de réussite était faible. Non, pas que ils étaient souvent déboutés. On a entendu plein d'histoires comme ça de dentistes installés depuis 15 ans en France et qui rataient cet examen. L'examen n'était pas clair, c'était un examen qui n'était pas bien calibré, c'était un examen qui n'était pas facile. Et on avait même l'impression un petit peu qu'il y avait une sorte de barrière qui était créée, comme ça, un peu transparente, non visible, qui empêchait un petit peu la concurrence. Est-ce que ça veut dire concrètement que ça, c'est le premier pas, ou est-ce que ce serait trop s'avancer ? Est-ce que c'est le premier pas d'une parole politique de la part du gouvernement israélien qui dit « Vous, migrants venus de France, nous sommes prêts à agir pour la reconnaissance de vos diplômes ». Ça fait 15 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. On n'a jamais avancé aussi vite que précédemment, que récemment. Justement, peut-être que c'est dû aux chiffres de l'ALIA. Pour y voir plus clair, Marie Semelin, on dit toujours que le chiffre de l'ALIA augmente. De quel chiffre parle-t-on exactement ? Alors, je vous propose de regarder un graphique si vous le voulez bien. Depuis 2006, on voit les chiffres, pas d'ambiguïté possible. C'est plus qu'un doublement depuis 10 ans des migrants français en Israël. Ce qui est intéressant de noter aussi, et ça va avec la question cruciale des diplômes, c'est que ça n'est pas forcément et à chaque fois corrélé avec les menaces ou la peur de l'antisémitisme. C'est aussi quelque chose qui ressort quand on parle avec des gens qui viennent d'arriver en Israël, c'est que c'est aussi peut-être parce qu'ils ont peur du chômage en France ou qu'ils ont peur de la montée de l'extrême droite en France, peut-être qu'ils n'aiment pas le climat actuel en Europe et du coup c'est une raison supplémentaire pour venir, ça fait aussi partie des raisons du départ. En tous les cas, Alain Zetoun, il y a beaucoup de polémiques justement autour de l'ALIA des Français. Est-ce que en ce moment même, vous êtes capable de leur dire non, ne venez pas, c'est trop dur en Israël ? C'est dur, c'est toujours été dur et ça restera dur. Une ALIA, c'est pas simple. La différence aujourd'hui, c'est qu'on peut aujourd'hui mieux dire métier par métier qui pourrait venir aujourd'hui avec une assez grande facilité, qui aura rencontré des difficultés. Et le point fondamental, et ça c'est un message qu'il faut passer aux nouveaux immigrants en permanence, préparez votre ALIA. Si beaucoup des cas que vous avez cités sont des gens qui sont arrivés en Israël et qui se sont lancés, tout à coup ils sont confrontés à un mur. Et on leur dit en permanence, et sur le site de l'association c'est toujours marqué, préparez votre ALIA au moins 1 an à l'avance. Si vous avez une difficulté, on peut faire appel devant une commission, par exemple, de l'ordre des médecins, et dans ce cas-là, quand vous êtes en France en train de travailler dans votre clinique, un appel de 6 mois devant une commission, c'est gérable. Quand vous êtes ici, que l'heure tourne et vous n'êtes pas intégré, là c'est beaucoup plus difficile. Alors si je peux me permettre, ça c'est le discours officiel, mais il y a aussi, dans les gens avec qui j'ai pu parler, il y a aussi des gens qui avant de venir ici ont parlé avec l'agence juive, donc qui s'occupe de faire venir de nouveaux migrants en Israël, ont parlé avec l'ordre des médecins, se sont renseignés sur les équivalences de diplômes nécessaires, sur les aides qu'ils allaient toucher, et lorsqu'ils arrivent en Israël, eh bien la réalité est légèrement différente. Et les diplômes qui sont demandés, par exemple Jonathan Benamou qu'on a pu voir dans ce reportage, qui lui sont demandés à lui, peuvent être différents de quelqu'un qui a fait exactement les mêmes études que lui, dans la même ville de France. On ne va pas leur demander la même chose. Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi là-dessus ? Jonathan et par exemple Caroline ou d'autres personnes ont chacun une expérience différente. L'ordre des médecins va leur demander à chacun de prouver leur connaissance médicale et leur pratique. Donc chacun va avoir, mais encore une fois, c'est bien la raison pour laquelle nous avons créé aujourd'hui, nous allons lancer bientôt un programme entre 2 associations, et c'est rare, mais 2 associations francophones vont travailler ensemble, Gvaïm et l'AEGO Israël, pour monter un programme qui va être un programme qui va commencer en France pour les amener jusqu'ici avec les médecins. Pour avoir un suivi, peut-être un accompagnement qui est plus adéquat. Merci à vous Alain Zetoun, merci Marie Semelin de nous avoir proposé ce dossier. C'est la fin de ce grand dossier. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Nous parlerons de yoga dans notre grand dossier.